Cet après-midi, je reviens sur un accord diplomatique, un traité de non-agression entre deux ennemis mortels qui ont choisi de s'allier, l'Allemagne et l'Union soviétique, où la véritable histoire du pacte germano-soviétique qui, ça ne vous aura pas échappé, a été rompue. Pourquoi ces deux nations ont-elles choisi de signer un pacte de non-agression ? Quelles étaient les relations entre Hitler et Staline ? Et quelles ont été les conséquences sur le reste du monde ? Nous sommes le 23 août 1939. Au cœur de l'été, une délégation menée par Joachim von Ribbentrop atterrit à Moscou. En quelques heures, un pacte est signé entre le ministre des Affaires étrangères allemand et Vyacheslav Mikhailovitch Molotov, son homologue soviétique, en présence de Staline. Le chef du gouvernement soviétique porte alors un toast et lâche ces quelques mots. « Je sais combien la nation allemande aime son Führer, je bois donc à sa santé. » Imaginez la stupeur dans le monde entier. Les nazis et les communistes viennent ce jour-là de signer un pacte de non-agression. Les deux ennemis mortels viennent de s'allier. Les photos arrivent dans les journaux à Paris, à Londres, et chacun peut voir clairement la signature de l'accord avec au premier plan Ribbentrop et Molotov et au deuxième plan Joseph Staline. Ce pacte inattendu va précipiter le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas tout, le pacte contient même des protocoles secrets. Des protocoles qui seront redécouverts bien plus tard, au début des années 1990. L'histoire de ce pacte reste aujourd'hui encore un motif de tensions et de débats. À la fin de la guerre, en 1945, le régime soviétique fera tout pour cacher cette alliance et les soviétiques vont aller jusqu'à gommer Staline des photos officielles. Aujourd'hui encore, pour la majorité des Russes, la Seconde Guerre mondiale a véritablement commencé en juin 1941. Elle s'appelle d'ailleurs pour eux la Grande Guerre patriotique. C'est en effet le 22 juin 1941, moins de 2 ans après avoir été signé, que le pacte vole en éclats. Ce jour-là, Hitler lance la plus grande opération militaire de la guerre, l'opération Barbarossa, qui voit les troupes nazies envahir brutalement l'URSS. Le régime nazi et le régime communiste détestent avec une intensité peu commune. Alors comment ont-ils pu conclure un tel accord ? La question est sur toutes les lèvres à la fin de l'été 1939. Dans l'esprit de beaucoup de contemporains, un tel rapprochement est impensable. Jusqu'à aujourd'hui, les raisons profondes de ce pacte sont l'objet d'intenses discussions. Pour comprendre cet événement hors norme, il faut donc remonter quelques années en arrière. La signature du pacte germano-soviétique est la dernière étape d'une lutte diplomatique intense entre les grandes puissances de l'époque, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Union soviétique. Une lutte diplomatique avec des trahisons, des rebondissements et ce résultat totalement inattendu qui a commencé dans les salons feutrés des diplomates, là où chacun défend les intérêts de son pays. Quand Hitler écrit Mein Kampf, les choses sont claires. Le Führer veut étendre l'espace vital de l'Allemagne vers l'Est et écraser ce qu'il nomme la peste bolchevique. Dès son arrivée au pouvoir en 1933, les communistes allemands sont persécutés et l'URSS devient évidemment un ennemi de choix. Pour les soviétiques, l'arrivée au pouvoir de Hitler représente un danger. Un homme en prend rapidement conscience, il s'appelle Maxime Litvinov. C'est un diplomate habile qui a été désigné par Staline comme ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. C'est lui qui représente l'Union soviétique à la Société des Nations, la SDN, créée après la Première Guerre mondiale pour garantir la paix en Europe. Litvinov a un objectif clair. Il souhaite parvenir à mettre en place un accord de sécurité collective entre la France, la Grande-Bretagne et l'URSS pour endiguer le réarmement progressif de l'Allemagne. Il cherche d'abord à faire renaître l'alliance franco-russe qui avait pris l'Allemagne en étau pendant la Première Guerre mondiale. L'attaque des Russes dès le début de la guerre, en août 1914, avait profondément déstabilisé l'état-major allemand. C'est donc en France qu'il concentre ses efforts. À l'époque, l'armée française est réputée pour être la meilleure au monde. Mais il y a un problème. Les généraux français sont très anticommunistes. Alors Litvinov se rapproche du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Louis Barthou. Et un premier succès arrive rapidement. L'URSS est admise officiellement à la SDN en 1934 grâce au soutien de Louis Barthou, qui a compris que la France doit avoir de nouveaux alliés après l'arrivée de cet Adolf Hitler dont il se méfie terriblement. Des négociations commencent alors pour arriver à une alliance militaire entre la France et l'URSS. Mais quelques semaines plus tard, Louis Barthou est la victime d'un attentat
qui visait en fait le roi de Yougoslavie à Marseille. Dans la confusion, l'infirmier qui devait le soigner se trompe et déclenche une hémorragie fatale. L'alliance franco-soviétique est morte avant même de voir le jour. Aucun autre dignitaire français ne reprendra l'initiative de Louis Barthou. Litvinov dispose d'un autre atout dans ce jeu diplomatique à haut risque. Un atout qui s'appelle Ivan Maïski. Ivan Maïski est nommé par Litvinov comme ambassadeur à Londres. C'est un diplomate aguerri qui sait manœuvrer habilement avec des interlocuteurs souvent très anticommunistes. Il va tenter plusieurs années durant de convaincre les dirigeants britanniques de s'allier avec l'URSS contre l'Allemagne. Sa première tentative est simple. Il veut se rapprocher d'un diplomate qui monte rapidement dans la hiérarchie, Anthony Eden. Eden est ainsi invité par Maïski à Moscou en mars 1935. Pour les diplomates soviétiques, cette visite n'a qu'un seul but, montrer que les communistes sont des gens fréquentables et ouvrir la voie à une possible alliance militaire. Anthony Eden visite le tout nouveau métro de Moscou et une représentation spéciale est donnée en son honneur par le ballet du Bolchoï. Le clou de la visite arrive le lendemain. Eden est le premier diplomate occidental à rencontrer Staline. Mais cette visite prestigieuse et étonnante ne suffira pas. Pour le gouvernement britannique, les communistes restent infréquentables et dangereux. S'allier avec eux est un péril bien plus grand qu'Adolf Hitler. Ivan Maïski tente alors un rapprochement avec un député conservateur au franc-parler légendaire, Winston Churchill. Les rencontres entre Churchill et l'ambassadeur soviétique à Londres se multiplient car ils ont un intérêt commun, alerter sur la dangerosité d'Adolf Hitler. Pendant ce temps, Hitler commence le réarmement de l'Allemagne. En février 1935, il donne l'ordre à ses généraux de constituer une armée de l'ère moderne et rétablit le service militaire. 2 décisions pourtant interdites par le traité de Versailles, signé par l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. 2 décisions qui font paniquer rapidement les autorités françaises et britanniques. Très vite, le rapprochement diplomatique entre la France et la Grande-Bretagne se confirme, mais sans l'URSS. Maxime Litvinov a perdu la première manche, mais il va bientôt redoubler ses efforts. Dès 1938, plusieurs crises majeures vont progressivement changer la donne. En particulier, un événement qui résonne aujourd'hui encore comme une trahison, les accords de Munich. En septembre 1938, une crise majeure éclate car Hitler veut s'emparer de la région des Sudètes, en Tchécoslovaquie. Or, la Tchécoslovaquie a un double accord militaire avec la France et l'URSS. Les Soviétiques, par la voix de leur ministre Maxime Litvinov, annoncent leur décision de défendre leur allié si cela est nécessaire. Ils demandent à la France d'en faire de même. Mais il n'y aura aucune réponse officielle française. Pour régler cette situation, les dirigeants des grandes puissances se retrouvent à Munich. L'URSS n'a pas été invitée. Là-bas, les Occidentaux cherchent à tout prix à éviter la guerre contre Hitler et ils autorisent l'Allemagne nazie à découper une partie de la Tchécoslovaquie. À son retour en France, le chef du gouvernement, Édouard Daladier, s'attend à être hué par la foule. L'avion s'arrête et c'est une foule en liesse qui l'accueille. Une foule soulagée d'être encore en paix. Une foule qui ne mesure cependant pas la gravité des conséquences de cet accord. Dans les cercles diplomatiques, certains sont lucides, comme l'ambassadeur de France à Moscou qui déclare « Munich a poussé Staline vers Hitler ». Ces accords de Munich sont un échec cuisant pour Maxime Litvinov et son désir de sécurité collective entre Français, Anglais et Soviétiques. Il avait jusqu'à présent réussi à éviter les grandes purges staliniennes, mais à partir de cette date, son influence auprès de Staline va décroissant. En avril 1939, il est arrêté et remplacé brutalement par Vyacheslav Molotov. Si Molotov est un fidèle de Staline depuis sa prise du pouvoir, il n'a pourtant aucune expérience des affaires étrangères. Il parle uniquement le russe et n'a fait qu'un seul bref séjour à l'étranger. Il est opposé depuis toujours à toute idée de sécurité collective entre l'URSS et les Occidentaux. Sa seule qualification, me direz-vous ? Être l'homme de Staline. Sa nomination est également un signal fort envoyé au monde entier et à l'Allemagne nazie en particulier. Désormais, Moscou est prêt à examiner toutes les options de politique étrangère. Au cas où Berlin n'aurait pas saisi le message de la chute de Litvinov, Staline ordonne aussi que le ministère des Affaires étrangères soit purgé des Juifs. À Paris et à Londres,
L'idée d'une alliance avec les soviétiques finit pourtant par s'imposer, car 6 mois après Munich, Hitler a envahi toute la Tchécoslovaquie et revendique maintenant un morceau du territoire de la Pologne, le corridor de Danzig. La logique militaire est formelle. Maintenant que le conflit avec l'Allemagne devient inéluctable, les Franco-Anglais doivent chercher une alliance avec l'Union soviétique pour prendre l'Allemagne en étau. Cette alliance est alors exigée par 9 Anglais sur 10. Les pourparlers démarrent péniblement et une question majeure vient rapidement bloquer le processus. Pour affronter l'Allemagne, l'armée rouge doit traverser la Pologne. Et ça, le gouvernement polonais le refuse absolument. En juin et juillet 1939, les propositions et contre-propositions s'accumulent sans succès entre les Occidentaux et les Soviétiques, jusqu'à une ultime tentative. Une délégation franco-anglaise de la dernière chance est envoyée en URSS. Un amiral britannique, l'amiral Drax, et un général français, le général Doumerc, mènent la délégation jusqu'à Moscou avec le doux espoir d'arriver à un accord. La nouvelle de la future alliance militaire est d'ailleurs annoncée déjà avec soulagement par toute la presse. Pour le voyage, la délégation choisit le navire civil City of Exeter, qui met près de 6 jours pour arriver à Moscou. Cette lenteur est en réalité préméditée par le gouvernement britannique qui continue à se méfier des soviétiques. Les discussions commencent enfin le 11 août. Les soviétiques sont déçus que la délégation ne comporte pas d'hommes politiques de premier plan. Côté soviétique, c'est le général Vorochilov qui mène les négociations. Il pose rapidement une question simple à ses interlocuteurs. Est-ce que l'armée rouge pourra traverser la Pologne ? L'amiral britannique et le général français sont incapables de répondre. La Pologne refuse depuis plusieurs années le passage des soviétiques sur son territoire. Après 6 jours de voyage donc et de nombreux mois de préparation, la rencontre est un échec. Et les soviétiques mettent fin aux pourparlers quelques jours plus tard. La diplomatie allemande profite immédiatement de ces désaccords entre franco-britanniques et soviétiques. Dès le 14 août, Ribbentrop écrit à son ambassadeur à Moscou. Voici ces mots. Il n'existe pas de véritable conflit d'intérêts entre l'Allemagne et la Russie. Entre la Baltique, la mer Noire, il n'est pas question qu'il ne puisse être réglé à la satisfaction complète des deux parties. Ribbentrop propose également de se rendre immédiatement à Moscou pour négocier. Tout va ensuite aller très vite. Le 21 août, Hitler adresse un télégramme personnel à Staline. Le dirigeant soviétique, habitué à être traité comme un paria sur la scène internationale, est flatté par cette approche directe. Il invite donc Ribbentrop à Moscou pour le 23 août 1939. Contrairement aux franco-anglais, Ribbentrop prend immédiatement l'avion et atterrit à Moscou le 23 août 1939 pour signer l'accord. Le pacte est un immense succès diplomatique pour l'Allemagne. Hitler veut envahir la Pologne le 1er septembre et le pacte permet d'éviter une attaque des soviétiques. Son article 1 est très clair. Les deux parties contractantes s'engagent à s'abstenir entre elles de tout acte de violence, de toute action agressive et de toute agression, et cela aussi bien isolément qu'en liaison avec d'autres puissances. Mais ce pacte permet en réalité beaucoup plus que cela. Le 20 septembre 1939 et les jours suivants, des scènes insolites se déroulent en Pologne. Des soldats allemands et soviétiques fraternisent. Ils partagent des cigarettes, quelques plaisanteries et même de l'alcool. Les deux armées se réunissent et organisent la partition de la Pologne. C'est une conséquence directe des protocoles secrets du pacte. L'armée allemande envahit la Pologne à partir du 1er septembre 1939, mais elle est imitée 2 semaines plus tard, le 17 septembre, par l'URSS. L'URSS s'empare d'une partie importante du pays au mépris de toutes les règles internationales. Certains Polonais croient même un instant que les Soviétiques sont venus les libérer. Ils vont vite déchanter. Une clause secrète du pacte prévoit en effet le partage de la Pologne en zone d'influence allemande et soviétique. La réunion à Varsovie en octobre 1939 de la commission frontalière germano-soviétique est la meilleure illustration de cette collaboration inattendue. Après un déjeuner de fête, le représentant d'Hitler en Pologne, Hans Frank, fume avec Alexandre Alexandrov, le délégué soviétique. Et Frank te déclarait « Vous et moi fumons des cigarettes polonaises pour symboliser le fait que nous avons jeté au vent la Pologne ».
Avec le pacte, Staline s'empare d'une partie importante de la Pologne, mais aussi de la Lettonie, de l'Estonie et de la Lituanie. C'est une revanche importante pour lui sur le traité de Brest-Litovsk de 1918. À cette époque, la jeune république russe bolchevique avait dû céder de larges parts de son territoire pour mettre fin à la Première Guerre mondiale sur le front Est. Et ce sont justement ces territoires que Staline jubile de récupérer avec la signature du pacte germano-soviétique. Bien plus qu'un simple accord de non-agression, ce pacte germano-soviétique signe en réalité le partage de l'Europe en zone d'influence. Le 28 septembre 1939, Ribbentrop est d'ailleurs revenu à Moscou pour signer un complément au pacte, le traité germano-soviétique de délimitation et d'amitié. Comme son nom l'indique, ce traité précise les nouvelles frontières et organise la collaboration active entre les armées allemandes et soviétiques. Staline fait déporter près de 400 000 Polonais jugés non soviétisables, ainsi que 60 000 Baltes. La plupart d'entre eux seront envoyés au goulag ou exécutés. C'est à cette occasion que se déroule le tristement célèbre massacre de Katyn. Les hommes du NKVD, la police spéciale soviétique, exécutent froidement près de 20 000 officiers polonais. Ils évitent ainsi toute résistance militaire dans leur zone d'influence et sanctionnent les comportements anticommunistes. En juin 1940, l'URSS envahit également plusieurs provinces de Roumanie et déporte à nouveau plusieurs milliers de personnes. Le pacte permet également à Staline de lutter contre les Japonais. Les tensions montent en 1938 et 1939 à la frontière entre la Mandchourie annexée par les Japonais et l'URSS. La signature permet à Staline de priver les Japonais de leur allié européen. De l'autre côté du monde, le pacte a donc aussi des retentissements. Mais il y a une autre conséquence directe, encore plus inimaginable. L'URSS va pendant près de 2 ans nourrir la machine de guerre nazie. Les chiffres sont vertigineux. Entre août 1939 et juin 1941, l'URSS fournit à l'Allemagne des milliers de tonnes de céréales, de pétrole ou de métaux pour soutenir l'effort de guerre allemand. Ces livraisons sont une catastrophe pour les Alliés qui pensaient étouffer l'Allemagne par un blocus maritime. Elles continuent à un rythme régulier jusqu'au moment où l'Allemagne se retourne brutalement contre son allié. Le pacte met Staline en confiance. Molotov est reçu en grande pompe en Allemagne en novembre 1940. En guise d'amitié, Staline décide même de livrer à Hitler les communistes allemands qui se sont réfugiés en Union soviétique. À la signature du pacte, les communistes des pays européens sont déjà révoltés ou incrédules. Après cet événement, ils sont désabusés. Et il faudra la victoire retentissante de l'armée rouge en 1945 pour faire oublier tout cela. On croit à tort que le pacte est enterré après la fin de la guerre. Il est en réalité étonnamment vivant et reste un sujet de débat et de controverse. L'URSS fait partie des vainqueurs de la guerre, avec près de 20 millions de morts et un prestige renouvelé. À la fin de la guerre, le ministre des Affaires étrangères, Molotov et Staline font tout pour faire oublier ce pacte et ses conséquences mortifères. Jusqu'à sa mort en 1986, Molotov minimise le pacte et le justifie par la crainte de la guerre. Il déclare « Il nous fallait retarder l'attaque allemande ne fût-ce que de 6 mois, puis de 6 mois encore ». À la question d'un journaliste sur les protocoles secrets, il ajoute même « Aucun accord de ce genre n'a pu exister. C'est moi qui ai conduit l'affaire. Je peux donc affirmer que ce sont des racontars et rien de plus. » L'histoire officielle soviétique s'établit ainsi à partir de 1948. Ce pacte n'avait pour but que de gagner du temps. Pendant près de 50 ans, les dirigeants soviétiques nient l'existence des protocoles secrets et se présentent en libérateurs de l'Europe. Une longue guerre historiographique commence avec un enjeu majeur, notamment pour les Polonais et les pays baltes, qui ont été les grands sacrifiés de ce pacte. À la conférence de Yalta en 1945, les Alliés restent silencieux sur cet épisode pourtant essentiel. Pendant le procès de Nuremberg qui va condamner à mort Ribbentrop, les mentions au pacte sont discrètes. L'armée rouge est sortie victorieuse de la guerre. Elle exerce son hégémonie. Les soldats soviétiques ont même pu récupérer l'exemplaire allemand des protocoles secrets dans les ruines de Berlin. Bien entendu, le document est enfermé en sécurité avec les autres secrets d'État. Il faut attendre 1989 et la chute de l'URSS pour que la réalité sur ce pacte si particulier soit définitivement révélée.
Le pacte germano-soviétique a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est le fruit des tergiversations diplomatiques des grandes puissances et de la montée progressive vers la guerre. Un homme a longtemps tenté de convaincre ses contemporains, un témoin et acteur de premier plan, le Britannique Winston Churchill. Churchill écrit dans ses mémoires à propos du pacte: seul un régime de despotisme totalitaire comme celui qui existait dans chacun des deux pays était capable de supporter la réprobation qu'inspirait un acte aussi anormal. La mémoire de ce pacte reste brûlante jusqu'à aujourd'hui. En 2009, à la demande des pays baltes, le Parlement européen a fait du 23 août la journée de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme, pour ne jamais oublier ce qui s'est passé et les conséquences du 23 août 1939 et de ce pacte germano-soviétique qui a de manière irréfutable ouvert les portes de l'enfer de la Seconde Guerre mondiale. Europe 1, historiquement vôtre. Olivier Vivorca, merci d'être resté avec nous sur Europe 1. On vient de le voir, longtemps l'URSS s'est défendue de tout accord d'intérêt avec l'Allemagne nazie. Il a fallu que des historiens enquêtent pour faire la lumière sur l'existence de ce pacte et des protocoles secrets. À quel moment significatif au cours de cette seconde moitié du XXe siècle ces recherches ont pu être officiellement amorcées, entreprises et menées avec succès? À partir du moment où Boris Yeltsin a libéralisé l'accès aux archives, donc véritablement avec Yeltsin, on arrive à, au fond, une forme d'honnêteté de la part du pouvoir russe qui reconnaît effectivement l'existence de ce pacte et de ces clauses secrètes. Mais dans le même temps, il faut bien souligner que les historiens savaient qu'il y avait ce protocole secret. Donc au fond, c'est plus au fond dans la gestion mémorielle du passé russe que Yeltsin marque un progrès que dans l'établissement d'une vérité historique qui était bien connue. Olivier Viorca, dans votre livre Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, un remarquable travail de synthèse, vous expliquez combien Hitler a multiplié les coups de force pour mener à bien sa logique pan-germaniste. Il a alors manœuvré pour appliquer son programme de détricotage des alliances qui avaient été tissées lors du traité de Versailles, ainsi que le réarmement de l'Allemagne. Si ce réarmement a déjà été amorcé clandestinement sous la République de Weimar, comment expliquer la plus grande liberté avec laquelle le chancelier du Reich a pu la poursuivre? Tout simplement parce que les Alliés, notamment donc les Français et les Britanniques, mènent ce que l'on appelle une politique d'appeasement. Au fond, ils sont un peu mal à l'aise par les clauses du traité de Versailles. Parce que ces clauses du traité de Versailles interdisent à l'Allemagne de réarmer, d'avoir une armée de l'air, etc. Donc vous avez au fond une forme de mauvaise conscience. Simplement, Hitler va utiliser cette mauvaise conscience pour mener une politique du fait accompli. N'oublions pas que Hitler est un joueur de poker. Et donc, il place les Britanniques et les Français devant cette situation du fait accompli, ce qui veut dire qu'ils ne disposent que d'une alternative. Soit une politique de force, soit, au contraire, la négociation. Au fond, une forme de laisser-faire. Et cette politique de force, me semble-t-il, elle est très difficile à mener, tout simplement parce que les opinions publiques françaises et britanniques ne sont pas prêtes à entrer en guerre en 1936, 1937, 1938. Et donc Hitler a effectivement le champ libre. Lorsqu'Hitler accède au pouvoir en 1933, l'URSS, on l'a vu, s'en inquiète d'abord. Malgré ces différentes tentatives de rapprochement entre la France et l'Angleterre, le ministre des Affaires étrangères, Maxime Litvinov, subit donc des échecs. Pourquoi est-ce que l'Union soviétique inspire-t-elle encore la méfiance des démocraties que sont la France et l'Angleterre? Alors, la méfiance qu'éprouvent Londres et Paris à l'égard de Moscou, elle vient de loin. D'abord, il ne faut pas oublier qu'en 1914, la Russie, qui allait devenir l'Union soviétique, a signé une paix séparée. Et donc, du coup, tous les effectifs allemands et austro-hongrois ont pu se retourner contre l'Ouest. Et donc, ce souvenir de la trahison de l'armistice de Brest-Litovsk reste vivace. Bon. Deuxième élément, l'Union soviétique est un pays communiste qui rêve d'étendre le communisme dans le monde entier. Donc, cette Union soviétique mène une politique que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de subversive, via notamment ces partis communistes qui obéissent fidèlement à Moscou, qui inquiètent les chancelleries. Autre élément qui pèse lourd, on peut parodier Staline, l'Union soviétique, combien de divisions? En effet, l'armée rouge n'inspire pas une confiance absolue. Elle a été, on le sait, décimée
par les purges. Et donc, beaucoup de stratèges, beaucoup de dirigeants politiques se demandent si conclure une alliance avec un pays doté d'une armée aussi faible, en plein désarroi, où quand même des dizaines de généraux, des centaines d'officiers ont été exécutés ou pourrissent dans les solitudes glacées du goulag, est une bonne idée. Donc, tous ces éléments font que seuls de rares esprits éclairés affirment qu'il faut, quels que soient les contentieux idéologiques, s'allier avec l'Union soviétique, mais toute une partie de l'appareil politique ou de l'appareil militaire ne le croit pas. Oui, parce que d'ailleurs, certains films l'ont montré, tant en Angleterre qu'en France, les élites étaient vraiment anticommunistes. Alors, les élites sont anticommunistes, mais dans le même temps, les pays suivent leurs intérêts. Vous n'avez pas, si vous voulez, une question idéologique qui est centrale, dans la mesure où, encore aujourd'hui, on le voit, la France, la Grande-Bretagne peuvent traiter avec des dictatures. Donc, bien évidemment, le caractère idéologique de l'Union soviétique est un élément répulsif, mais s'ajoute, j'y insiste bien, le fait que c'est un allié peu fiable et que c'est un allié peu puissant. Ensuite, tout va se retourner à partir de 1941. Et il faut bien souligner que Churchill, qui est un anticommuniste invétéré, eh bien, au fond, ne craindra pas de s'allier avec Staline. Quand, en 1938, l'Allemagne s'empare de la région des Sudètes en Tchécoslovaquie, l'URSS annonce intervenir pour la défendre si nécessaire et demande à la France d'en faire autant. Pourquoi est-ce que les Français se montrent aussi timorés face à cette demande? Pourquoi préfèrent-ils gérer la crise uniquement avec les Occidentaux lorsqu'il y a le traité de Munich? Parce que vous avez deux éléments qui pèsent. D'abord, les Français et les Britanniques ne sont pas 6 sur 2 du point de vue militaire. On affirme que la France est la première armée du monde, mais dans le même temps, l'Allemagne, son armée de l'air, font peur. Donc, faut-il aller au clash? L'autre élément, c'est que, au fond, les Britanniques et les Français n'ont pas compris la nature profonde du nazisme. Ils pensent au fond que Adolf Hitler est une sorte de nouveau Bismarck. Et donc, en l'apaisant par des concessions territoriales, on sauvera la paix. Et ils ne veulent pas, du coup, dans ces négociations qui sont au fond des négociations bilatérales, introduire le loup soviétique qui, du coup, aurait au fond un droit de regard sur les affaires européennes. Et donc, Moscou, vous l'avez souligné, n'est pas convié à la conférence de Munich, ce qui va bien entendu laisser des traces. Le nœud du problème, c'est la Pologne, qui est directement menacée par l'Allemagne nazie, qui refuse catégoriquement d'être traversée par l'URSS en cas d'intervention. Pourquoi la Pologne oppose-t-elle cette résistance? Alors, la Pologne est très réticente à l'égard de l'Union soviétique, je dirais pour 2 raisons. La première raison est une raison de fond. Et on peut dire que la Pologne n'a pas entièrement tort. Quand l'armée russe arrive en Pologne, on sait quand elle arrive, on ne sait pas quand elle repart. Donc vous avez cette peur, au fond, des Polonais d'être engloutis dans l'ancien empire russe qui joue. Mais vous avez un second élément qui joue, et cet élément, c'est que les Polonais, au fond, se surestiment. Ils surestiment la valeur de leur armée, ils surestiment la valeur de la garantie apportée par les Britanniques et les Français, et au fond, ils se disent que conclure avec l'Union soviétique constitue une prise de risque qui est, dans une certaine mesure, inutile. Je vais peut-être revenir sur la garantie donnée par Londres et Paris, tout simplement pour rappeler 2 éléments. Premier élément, c'est un très mauvais signal qui est adressé à Moscou, parce qu'en accordant cette garantie en 1939, Londres comme Paris montrent à Moscou qu'ils ont choisi Varsovie contre l'Union soviétique. Et donc, vous le voyez, on a au fond un effet un petit peu, comment dirais-je, contradictoire. En accordant la garantie à la Pologne, eh bien, au fond, Paris et Londres poussent Moscou, dans les bras de Berlin. Et donc là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tout à fait mal calculé et qui est un petit peu insolite. En 1939, Olivier, alors que la situation semble plus critique que jamais, il y a une délégation franco-britannique qui s'achemine enfin vers Moscou. Si la France, vous le dites dans votre ouvrage, redoute un rapprochement germano-soviétique, le Royaume-Uni montre moins d'empressement à s'y rendre. D'ailleurs, j'ai raconté qu'il prenait le bateau plutôt que l'avion, au risque de faire gagner du temps à l'Allemagne. Pourquoi est-ce que les Britanniques ont joué la montre avec les Soviétiques? Alors, globalement parlant, les Français comme les Britanniques voudraient une alliance avec Moscou, mais ne veulent pas en payer le prix. Donc ça,
c'est le cadre général. Mais l'élément qui distingue, je crois, les Britanniques des Français, c'est que les Britanniques ne croient absolument pas à une alliance qui, vous l'avez rappelé, est totalement contre nature. Staline s'alliant avec Hitler, c'est impensable. Les Français, eux, sont beaucoup plus prudents. Ils connaissent peut-être aussi mieux l'Union soviétique. Et puis vous avez également un officier de l'armée de l'air, Stelin, qui commence à se douter qu'il se passe quelque chose entre Moscou et Berlin. Mais les Britanniques, eux, ne le croient pas. Donc en fait, ils voudraient obtenir une alliance qui ne soit pas assortie de clauses contraignantes, qui ne laisse pas la Pologne. Bref, ils n'offrent rien à Moscou. Et Staline, lui, est extrêmement cynique, très pragmatique, et il va se vendre au plus offrant. Le 23 août 1939, je le racontais dans mon récit, le pacte de non-agression est signé entre l'Allemagne et l'URSS. Jusqu'à peu encore, cette alliance semblait idéologiquement contre nature. Et vous venez de le rappeler, au vu de l'anti-bolchevisme obsessionnel qu'Hitler a toujours revendiqué. Comment, selon vous, un tel accord a-t-il été possible à ses yeux ? Vous avez raison de rappeler que cet accord est contre nature et il a énormément choqué beaucoup de nazis. Je pense par exemple à celui qui se prétend l'idéologue du régime, Alfred Rosenberg, qui, par surcroît, vient des États baltes, donc il connaît la Russie, et qui écume littéralement devant cette trahison. Simplement, Hitler et Staline sont des animaux parfois à sang-froid qui regardent quel est leur intérêt, ici leur intérêt à court terme. Et de ce point de vue, chacun y trouve avantage. Il faut rappeler que du point de vue économique, l'Allemagne est un pays relativement pauvre à l'époque. Pour nous, on a bien évidemment cette image d'une Allemagne extrêmement puissante, les noms de Krupp, de Thyssen, de Siemens. Mais en fait, l'Allemagne est encore un pays très largement artisanal, très largement agricole, très largement pauvre. L'Allemagne n'a pas assez de devises, l'Allemagne n'a pas assez de matières premières. Et tout cela, l'Union soviétique va lui apporter sur un plateau. Vous expliquez que l'Allemagne se désillusionne progressivement d'une guerre éclair, se rendant ainsi à l'évidence que le conflit sera long et qu'elle ne pourra pas le remporter seule compte tenu de ses faiblesses économiques et militaires. Mais elle peut compter sur l'aide apportée par l'URSS qui lui apporte des fournitures capitales durant près de 2 ans quand même. Alors ça, on comprend du côté de l'Allemagne. Mais de son côté, l'URSS, quel intérêt elle trouve dans cette mission ? L'URSS trouve un double intérêt. Le premier intérêt est un intérêt à court terme. Staline sait qu'après les purges provoquées contre l'armée rouge, eh bien, il ne dispose pas d'un outil militaire adéquat. Donc, au fond, il achète du temps. Et puis, est-ce qu'au fond, il n'y a pas un accord possible entre l'Allemagne et l'Union soviétique ? Et c'est la raison de la visite de Molotov à Berlin en novembre 1940. Une visite qui, vous l'avez rappelé, se déroule en grande pompe, avec quand même un petit embarras du côté des Allemands. Doit-on faire jouer à Berlin l'hymne soviétique, l'Internationale ? Donc voilà, c'est un petit problème sensible. Ceci dit, cette entrevue entre Molotov et Ribbentrop se passe très mal, il faut le souligner. Tout simplement parce que Molotov est un dur à cuire et qu'au fond, la discussion va achopper sur un problème majeur qui est que l'Union soviétique réclame des droits en Europe, notamment autour de la mer Noire, et que l'Allemagne, au fond, est prête à transiger, à condition que l'Union soviétique regarde vers l'Asie. Et donc, le cœur du problème est là. Et donc, Molotov ne cède pas. À un moment, vous avez une alerte aérienne, et donc Ribbentrop profite de la présence de Molotov dans le bunker pour lui dire « Écoutez, nous avons gagné la guerre, donc il serait bon que vous traitiez. » Et Molotov lui répond « Si vous avez gagné la guerre, que fait-on dans ce bunker ?» En confiance par la signature de ce pacte, Staline fait du zèle et n'hésite pas, comme je l'ai dit, à livrer à l'Allemagne des ressortissants communistes qui s'étaient réfugiés en URSS. Comment vous expliquez ce coup de poignard dans le dos, cette trahison ? Si vous voulez, je ne dirais pas que Staline soit un grand humaniste et un grand sentimental. Donc si on doit donner, par exemple, Margret Buber-Neumann pour faire plaisir à Hitler, on le fait. Et puis en plus, est-on si sûr que ces communistes allemands sont fidèles à la ligne de Staline ? Au fond, on peut aussi se débarrasser d'indésirables. Donc là, on voit toute la brutalité, tout le cynisme de Staline qui, bien évidemment, n'hésite pas à livrer des communistes qui ont été des ardents militants à l'Allemagne nazie. Et quelqu'un comme Margaret Buber-Neumann, après avoir connu le goulag, va connaître l'enfer des camps de concentration nazis.
Le 22 juin 1941, moins de 2 ans après la signature du pacte germano-soviétique, Hitler passe à l'offensive avec l'URSS et lance donc l'opération Barbarossa. Une directive, vous le rappelez, signée dès le 18 décembre 1940 par le chancelier. Pourquoi, alors qu'il s'agit d'un allié de poids qui lui fournit du matériel essentiel pour la poursuite de la guerre, l'Allemagne sonne-t-elle l'heure de l'invasion de l'Union soviétique ? Oui, vous avez raison de le souligner. On peut être très surpris, et soulignons-le, le premier surpris, c'est Staline. En fait, vous avez plusieurs raisons qui expliquent cette attaque contre l'Union soviétique. D'abord, l'Allemagne nazie n'a pas réussi à abattre l'Angleterre. Elle a perdu la bataille d'Angleterre, cette grande bataille dans les airs, ce qui veut dire qu'elle n'a pas la maîtrise aérienne, ce qui veut dire qu'elle ne peut débarquer. Et donc, d'un point de vue stratégique, Hitler regarde sa montre. Tôt ou tard, pense-t-il, les États-Unis interviendront dans le conflit. Déjà, ils aident le Royaume-Uni en lui fournissant des armes et des matières premières. Donc il faut abattre le seul allié continental potentiel dont la Grande-Bretagne dispose sur le continent. Donc il faut frapper l'Union soviétique. Seconde raison, l'économie. Bien évidemment, Hitler bénéficie des livraisons que l'Union soviétique lui concède. Mais il se dit qu'il y a un énorme Eldorado de matières premières, notamment pétrolier, et qu'il doit faire main basse sur cet Eldorado. Et la troisième raison, c'est que vous avez une raison idéologique. Cette raison idéologique, c'est que l'Allemagne nazie et l'Union soviétique communiste sont des ennemis et qu'il faut lever cette hypothèque. Et cette hypothèque va permettre également à l'Allemagne nazie de coloniser une partie de l'Union soviétique. L'Union soviétique va au fond offrir à l'Allemagne nazie le Lebensraum, l'espace vital qu'elle réclame. Et donc, c'est pour lever cette hypothèque que Hitler, le 18 décembre 1940, engage les préparatifs de l'opération Barbarossa. Pour terminer, à l'issue de la guerre, l'URSS compte parmi les vainqueurs et lors de la conférence de Yalta en 1945, où figure un Staline victorieux, le silence se fait autour de l'existence de ce pacte qui a pourtant uni un temps son pays à l'Allemagne nazie. Pourquoi ? Dans un tel contexte, l'heure n'est surtout pas la mésentente avec le leader soviétique, donc personne ne veut le froisser. Bien évidemment, la grande idée, c'est que, au fond, il faut avoir un accord avec Staline. Il faut avoir un accord avec Staline d'abord parce que la guerre n'est pas terminée, y compris contre le Japon, et d'autre part parce que Roosevelt rêve, au fond, d'une cogestion des affaires mondiales. Et donc, ce pacte germano-soviétique, qui est très choquant d'un point de vue moral, eh bien, au fond, est oublié. Il est oublié par les Anglo-Américains qui ne veulent pas ranimer ce mauvais souvenir, mais il est également oublié par Staline parce qu'il s'agit d'une tâche. Alors ensuite, la propagande va expliquer que ce pacte a permis de gagner du temps. Il n'en reste pas moins vrai que le souvenir de cette marque est si fort que l'Allemagne et le Japon, qui sont aussi liés par un traité de non-agression, Staline va dénoncer ce traité de non-agression avant de frapper le Japon en août, signe que l'infamie morale qui frappait ce pacte germano-soviétique était très présent dans les mémoires. Staline veut se libérer de cette obligation pour attaquer le Japon, pour ne pas encourir le reproche qu'il aurait et a formulé à l'encontre d'Hitler. Merci beaucoup Olivier Viviorca de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du pacte germano-soviétique. Je rappelle votre dernier ouvrage, un livre définitif, une somme captivante sur le conflit que l'on vient d'évoquer, Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, paru aux éditions Perrin. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.